Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 24 août, un milliardaire franco-russe, Pavel Dourov, a été arrêté en France, à l'aéroport du Bourget, près de Paris. Il venait d'atterrir à bord d'un jet privé en provenance d'Azerbaïdjan. Pavel Dourov, 39 ans, a fait fortune en créant 2 réseaux sociaux, notamment Telegram, utilisé aujourd'hui par 900 millions de personnes dans le monde. La justice française lui reproche son manque de coopération dans de nombreuses enquêtes, notamment des affaires de pédocriminalité ou d'apologie du terrorisme. Par ailleurs, l'entrepreneur est accusé par son ex-épouse d'actes de violence sur leur fils cadet âgé de 7 ans. Qui est Pavel Dourov? Que lui reproche précisément la justice française? Et pourquoi son arrestation a-t-elle entraîné autant de réactions? Réponse dans Code Source aujourd'hui avec 2 journalistes du service police-justice du Parisien, Christelle Brigodeau et Ronan Folgoas. L'arrestation du président de Telegram a suscité, on le disait à l'instant, de nombreuses réactions internationales. Christelle Brigodeau, dans les heures qui suivent l'arrestation de Pavel Dourov en France, à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris, plusieurs grandes personnalités à travers le monde réagissent. Oui, il faut dire que l'annonce de son arrestation est une déflagration, notamment dans le petit monde d'Internet. On a Elon Musk, donc le patron de Twitter, qui lance assez rapidement un hashtag Free Pavel, donc pour demander à sa libération. On a aussi des représentants du monde politique qui s'émeuvent de cette arrestation, notamment des proches de Donald Trump. Les ambassades de Russie et des Émirats arabes unis font savoir qu'ils demandent à pouvoir voir Pavel Dourov parce qu'il a un passeport de leur pays. Et en fin de compte, Emmanuel Macron se sent peut-être un peu obligé de réagir et fait une réaction publique sur Twitter en expliquant qu'il ne s'agit pas d'une décision politique, mais de la suite d'une enquête et que la justice fait son travail. Pavel Dourov a fondé l'application de messagerie par Internet Telegram. Ronan Folgoas, en quoi cette application est différente d'autres applications comme WhatsApp par exemple ? Alors, elle se présente comme une application qui ne commercialise pas les données personnelles de ses utilisateurs, contrairement à ce que feraient d'autres applications très connues, type WhatsApp, qui appartient au groupe Meta, anciennement Facebook. Par ailleurs, Telegram propose des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur WhatsApp et qui proposent, par exemple, à chaque utilisateur de devenir son propre éditeur d'une chaîne, une channel, c'est dans le langage de Telegram, qui permet de communiquer de manière tout à fait libre des contenus qui ne sont pas modérés à des audiences qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers de membres. Telegram est utilisé par des gens qui sont attachés à la confidentialité, comme des politiques, des journalistes, des militants ou encore des opposants dans des dictatures. Ronan Folgoas, cette application est aussi utilisée par des personnes mal intentionnées, par des criminels ou par des terroristes. C'est le cas dans notre histoire récente en France. Les membres du commando du 13 novembre 2015 ont utilisé Telegram pour coordonner leurs attaques. Un peu plus tard, en 2016, l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, là encore, les personnes mises en cause avaient utilisé Telegram pour se coordonner et ensuite pour assurer leur propagande, pour se féliciter de l'acte terroriste. Et puis, plus globalement, l'État islamique a utilisé pendant de nombreuses années Telegram comme un porte-voix pour atteindre une audience mondiale. Alors on va voir qui est Pavel Dourov et pourquoi son arrestation a fait autant parler dans les médias. Il a 39 ans. Au niveau personnel, Pavel Dourov est séparé depuis 2018 de la mère de 3 de ses enfants. Il a 2 autres enfants nés d'une autre union. Il est né lui-même le 10 octobre 1984 en Russie, à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait encore à ce moment-là Leningrad. Christelle Brigodeau, qu'est-ce que l'on sait de son milieu d'origine et de son enfance ? Il vient d'un milieu plutôt favorisé. Sa mère a fait des études de journalisme mais a arrêté de travailler. Son père est un professeur à l'université, professeur de philologie, c'est-à-dire l'étude de la langue, en l'occurrence la langue latine, puisque c'est un spécialiste de la Rome antique. Il grandit en partie dans l'ouest de l'Europe, en Italie, à Turin, puis rentre en Russie et précisément à Saint-Pétersbourg pour y faire ses études. Comme son père, il fait des études de philologie. Puis assez rapidement, il s'intéresse en fait à Internet, qui est un
un vaste monde en création à ce moment-là. Et il va créer, quand il est encore étudiant, sa première entreprise avec son frère, puisqu'il a 2 frères, dont l'un, Nikolai, qui deviendra son vrai partenaire de business aujourd'hui. En 2006, quand il a 22 ans, avec ce même frère Nikolai, il fonde une autre entreprise, une plateforme comparable à Facebook. Oui, c'est un peu la version russe de Facebook qui s'appelle VKontakte. Assez rapidement, cette entreprise connaît un succès fulgurant qui bientôt s'installe dans de très beaux locaux à Saint-Pétersbourg. Et l'entreprise, donc dirigée par Pavel avec l'aide de son frère, connaît très rapidement le succès avec un très grand nombre d'abonnés. Au début des années 2010, il s'oppose au service secret russe, le FSB, qui lui demande des données sur des opposants. Le FSB voudrait accéder aux conversations notamment d'un opposant important qui est Alexei Navalny. Il voudrait également pouvoir entrer dans les conversations des opposants ukrainiens qui sont pro-européens et anti-russes. Et à chaque fois, Pavel Durov donne une fin de non-recevoir puisque pour lui, la philosophie d'Internet et de son entreprise est de ne pas répondre aux injonctions et de donner une liberté totale à ses utilisateurs. Et il est habitué au coup d'éclat. Oui, par exemple, au moment où le FSB lui demande l'accès aux clés de chiffrage des conversations de Navalny et autres opposants, il publie un message expliquant qu'il ne donnera absolument aucune information et il publie en fait une photo d'un chien habillé en sweat à capuche qui tire la langue et en dessous de cette photo, voilà ma réponse. Quelques mois plus tard, on va le voir à Saint-Pétersbourg sur le toit des bureaux de VKontakte en train de balancer des billets de 5000 roubles pliés en avions en papier. Ça fera aussi sa notoriété. Et d'ailleurs, ces petits avions en papier deviendront plus tard le logo de Telegram. En 2014, Pavel Durov est contraint par le pouvoir à vendre ses parts dans son entreprise, l'équivalent de Facebook en Russie, et à quitter le pays. Dans l'opération, il aurait d'ailleurs empoché environ 300 millions d'euros, mais c'est vrai qu'en contrepartie, il est invité, d'après ce que l'on peut comprendre de son histoire, à quitter la Russie, quitter son pays natal, et il travaille alors à son nouveau projet, qui consiste à créer une nouvelle messagerie qui s'affranchirait une nouvelle fois de toute norme, de toute régulation, de tout contrôle de la part des États, et en particulier de la Russie. Et c'est là, donc, avec son frère Nikolai, qu'il crée Telegram. Christelle Brigodeau, dès cette période, dès 2015, en France, Emmanuel Macron, qui n'est pas encore président, adopte cette application. C'est son conseiller en communication, Ismaël Emelien, qui lui fait découvrir Telegram. C'est une application toute jeune et pas très connue en France à l'époque. Et Emmanuel Macron, donc, qui est encore ministre de l'économie, mais commence à préparer sa campagne pour la présidentielle de 2017, l'utilise comme canal privilégié avec ses équipes. Ça deviendra le moyen de communication de sa campagne. Et dans son sillage, évidemment, toute son équipe et aussi plusieurs de ses ministres vont l'adopter et l'utiliser de façon extrêmement régulière. Depuis 2014, Pavel Durov vit en exil. En 2017, il s'installe à Dubaï, aux Émirats arabes unis. En 2018, il refuse une nouvelle fois de collaborer avec les services secrets russes, services, Ronan Folgoas, qui veulent avoir accès à certaines conversations cryptées. Oui, cette demande s'inscrit dans un contexte de terrorisme islamiste, y compris sur le territoire russe. Et Pavel Durov, à l'époque, refuse une nouvelle fois de communiquer des données personnelles sur ses utilisateurs, y compris ceux de la frange radicale islamiste. Concernant son apparence physique, Pavel Durov cultive sa ressemblance avec le personnage joué par l'acteur canadien Keanu Reeves dans la trilogie des films Matrix. Il est assez grand, athlétique, il est beau, il a pas mal d'aura et il s'habille toujours en noir, comme le Néo donc des films Matrix. Il porte des vestes noires, cintrées, très, très bien coupées. Il aime se mettre en scène et ça marche très bien. D'ailleurs, on a vu dans certaines manifestations à Moscou des icônes avec à la place de la figure du Christ, la figure de Pavel Durov. En 2021, Pavel Durov reçoit la nationalité française. Oui, alors c'est un peu étonnant au premier abord parce qu'il ne parle pas français, il parle plutôt italien. Il n'a pas particulièrement de lien avec la France. En fait, il a acquis la nationalité française grâce à une procédure rare et très exceptionnelle qui s'appelle la procédure de l'étranger émérite, qui est donnée normalement à des personnes qui ont contribué soit au rayonnement de la France ou qui ont rendu de grands services à la France. Les raisons pour lesquelles la nationalité française a été donnée à Pavel Durov restent assez mystérieuses. On suppose que ça s'est décidé en haut lieu
lieux, y compris à l'Élysée, mais il n'y a pas tellement de certitude sur le sujet. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Pavel Dourov a rencontré Emmanuel Macron. Le Wall Street Journal, d'ailleurs, a révélé qu'en 2018, les deux hommes ont mangé ensemble. Et Emmanuel Macron aurait proposé, à cette époque-là, à Pavel Dourov d'installer le siège de Telegram en France, mais il n'a pas donné suite. Pavel Dourov n'a pas toujours dit du bien des autorités françaises. En novembre 2015, juste après les attentats du 13 novembre, il avait déclaré sur Instagram, je cite, « Le gouvernement français est aussi responsable que l'État islamique parce que leur politique et leur laisser-aller ont finalement mené à cette tragédie ». Fin de citation. Ronan Folgoas, ce message est un véritable brûlot concernant les autorités françaises. Oui, à l'époque, c'est vrai que ces propos n'avaient pas fait énormément de bruit en France, compte tenu du contexte et de l'émotion, et puis de son faible taux de notoriété aussi, puisque en 2015, Telegram, il y a personne ou à peu près en France ne connaît cette messagerie. Dans ce message post-13 novembre, Pavel Dourov a également eu des propos très controversés, qui pourrait s'apparenter à des idées d'extrême droite, quand il décrit la France comme un havre de parasitisme social pour les immigrés nord-africains. Là, ça renvoie à son idéologie probablement libertaire au sens économique du terme. Pour lui, les individus ne doivent pas se soumettre à des cotisations sociales. Il réfute aussi l'idée d'un impôt. Donc il est très clairement dans une idéologie économique où chaque individu doit se débrouiller par lui-même. Christelle Brigodeau, cette année, au mois de juillet, Pavel Dourov fait une déclaration surprenante le 29 juillet sur Telegram à ses millions d'abonnés au sujet de ses nombreux enfants biologiques. Oui, en fait, il explique qu'il a été donneur de sperme à l'invitation d'un de ses amis qui le faisait déjà, et que grâce à lui, une centaine de couples ont pu donner naissance à des enfants dans 12 pays. Donc il s'en vante un peu, on ne comprend pas très bien pourquoi il fait cette sortie-là à ce moment-là, alors que par ailleurs, il se vante d'être plutôt un solitaire, qui n'est pas marié, même s'il a eu des compagnes, et par ailleurs des enfants. C'est une sorte d'ovni comme ça, jeté en plein milieu de l'été. Sa fortune est estimée par le magazine américain Forbes à plus de 14 milliards d'euros, 15 milliards et demi de dollars. Ronan Folgoas, quel est son mode de vie ? Alors ce que l'on en sait, en tout cas, et ce qu'il veut bien montrer de lui-même, c'est une hygiène de vie très stricte. Il ne consomme pas d'alcool, de café, de gluten, pas non plus de produits laitiers, semble-t-il. Et puis il aime aussi à se montrer torse nu parfois, puisqu'il pratique visiblement la musculation. Il s'adonne aussi à des bains glacés. Il laisse apparaître aussi un style de vie digne d'un milliardaire sans domicile fixe. Il saute d'un continent à l'autre avec un jet privé. Il jongle avec les fuseaux horaires. Un jour, il est à Dubaï, le lendemain à Londres et puis le surlendemain à Miami. Il est insaisissable. C'est Attrape-moi si tu peux, version Pavel Dourov. Ronan Folgoas, on en vient aux événements les plus récents. La justice française enquête sur Pavel Dourov pour plusieurs raisons, notamment pour son manque de coopération avec la police et la justice dans des enquêtes sensibles. Et ce qui permet à la France de potentiellement le viser, c'est un changement récent de la loi dans le pays. Oui, un nouvel article qui a été introduit en 2023 qui permet de poursuivre l'administrateur ou le propriétaire d'une plateforme numérique pour complicité d'administration d'une plateforme en ligne permettant une transaction illicite, ceci en bande organisée. En clair, cela permet d'aller poursuivre un propriétaire ou un administrateur d'une plateforme dès lors qu'il n'a pas obéi aux demandes de la justice qui cherchait soit à modérer un contenu faisant la promotion d'une activité potentiellement criminelle, soit qu'il n'a pas supprimé ce contenu, qu'il soit lié à des activités de trafic d'armes, de trafic de stupéfiants ou lié à des contenus pédocriminels. Un service de police judiciaire française, l'Office des mineurs, lui reproche son manque de coopération dans de nombreuses investigations sur des pédocriminels. Oui, ce service spécialisé de la police judiciaire qui a été créé il y a 1 an constate, dans ses premiers mois d'existence, que Telegram ne répond jamais à leurs demandes de coopération, à leurs demandes de modération de contenu, de suppression de contenu de type pédopornographique, pédocriminel. Et au bout de quelques mois, l'Office des mineurs, en collaboration avec la section cybercriminalité du parquet de Paris, décide de s'attaquer, et pour la première fois, au fondateur de l'application Telegram, son créateur, Pavel Dourov. Aucune réponse, y compris sur des faits particulièrement graves. Oui, même dans des situations où la vie d'enfants en bas âge et même de bébés
est en jeu. On parle là de faits de viol commis potentiellement par 2 hommes, des faits de viol perpétrés sur un bébé de 4 mois. Eh bien, Telegram, là encore, n'a pas répondu aux demandes de la justice française. Et c'est l'accumulation de dossiers de ce type, de cette gravité, qui a conduit finalement l'Office des mineurs et la justice à enquêter sur Pavel Dourov. La justice française reproche aussi à Pavel Dourov son manque de coopération dans des affaires de trafic de drogue et d'apologie du terrorisme. Ce sont des infractions qui lui ont été reprochées ultérieurement, c'est-à-dire qu'au départ, on est sur des faits et des contenus de nature pédocriminelle, et puis au fil des mois, quand les investigations prospèrent et qu'une information judiciaire est ouverte au mois de juillet dernier, eh bien ces faits d'apologie du terrorisme, mais là encore, Pavel Dourov n'est pas directement responsable de ces contenus, mais il est poursuivi pour complicité parce qu'il n'aurait pas suffisamment répondu aux demandes de la justice pour modérer ces contenus, voire les supprimer. Ronan Folgoas, au mois de mars 2024, un mandat de recherche est émis par la justice française. Dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Paris, eh bien, la volonté est très claire. Il s'agit potentiellement d'interpeller Pavel Dourov pour qu'il réponde des infractions dont il est soupçonné. C'est dans ce cadre qu'un mandat de recherche est émis. Et là, une traque, ou en tout cas une surveillance active se met en place et les services de police concernés activent leurs informateurs dans les agences de location habituellement utilisées par Pavel Dourov lorsqu'il séjourne en France, des agences de location de véhicules, de jets, des agences de location aussi d'appartements. Ils ont aussi leur réseau d'informateurs dans les grands palaces de la capitale et de la Côte d'Azur afin de mettre la main sur Pavel Dourov. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Christelle Brigodeau, le samedi 24 août, un jet privé avec à son bord Pavel Dourov atterrit à l'aéroport du Bourget en Seine-Saint-Denis. Oui, il atterrit en compagnie de celle qui est présentée comme son assistante, qui sera ensuite présentée comme sa compagne, qui s'appelle Yulia Vavilova, ainsi que son garde du corps. On sait qu'il doit dîner dans Paris un peu plus tard dans la soirée. Il arrive en fait de vacances. Il était en Asie centrale, notamment au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, où il a fait de la randonnée, du cheval, voilà. Donc les policiers qui l'attendent sur le tarmac de l'aéroport du Bourget lui expliquent qu'il va être en garde à vue. Garde à vue du milliardaire qui se déroule à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, dans les locaux de l'Office national antifraude. Christelle Brigodeau, en plus de ce que l'on a déjà évoqué, la justice s'intéresse aussi à Pavel Dourov pour une affaire de violence présumée. Son ancienne femme l'accuse d'avoir été violent à plusieurs reprises envers son plus jeune fils, âgé de 7 ans. Dans quel cadre, d'abord, Pavel Dourov voit-il encore ses enfants ? En fait, il est séparé de son ancienne compagne depuis plusieurs années. Elle vit en Suisse, à Genève, et régulièrement, plusieurs fois par an, Pavel Dourov prend rendez-vous en fait avec la famille, notamment avec ses enfants, et les rencontre en Europe pour un week-end, pour quelques jours, puis il repart. Son ancienne femme l'accuse de plusieurs faits de violence. La justice suisse, dans une synthèse de 13 pages, en détaille 5. Les 2 premiers se seraient déroulés à Paris, les 3 suivants à Genève. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que dénonce la mère de l'enfant ? On apprend que Pavel Dourov aurait eu des comportements et des mots violents et des gestes violents aussi à l'égard de son plus jeune fils, donc celui qu'il a finalement le moins connu, puisque le couple s'est séparé quand l'enfant avait 1 an. Et Pavel Dourov donc, aurait porté des coups à son enfant, il l'aurait soulevé de terre et secoué tellement fort que ça aurait créé une commotion cérébrale pour le petit qui, le lendemain, aurait eu des vomissements, aurait été dans un état d'aphasie assez caractéristique de la commotion cérébrale. La plainte rapporte aussi un autre épisode dans lequel Pavel Dourov jette son enfant contre le mur, essaye de le rattraper en lui disant « je vais te tuer ». D'autres faits allégués se seraient produits à Genève, à chaque fois lors de ces rendez-vous entre Pavel Dourov et ses enfants. Cette procédure, elle a donné quoi en Suisse pour l'instant ? Alors, la mère et les enfants donc, ont déposé une plainte pour qu'une enquête soit menée. Au départ, la justice suisse a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'enquêter. La mère a fait appel de cette décision et a eu gain de cause en appel. Donc, la justice suisse a décidé d'enquêter sur ces faits
Et au moment de l'arrestation de Pavel Dourov en France, la justice suisse a transmis cette plainte et ces informations à la France, puisqu'une partie des faits se serait déroulée à Paris. Ronan Folgoas, pendant sa garde à vue à Ivry-sur-Seine, comment se défend le milliardaire ? Alors, il n'a été nullement interrogé sur les questions relatives à cette procédure de violence. Il a répondu seulement et uniquement sur les faits qui lui sont reprochés en tant que patron de Telegram. Et là-dessus, il dit notamment que, contrairement à ce que les policiers français peuvent penser, il a l'habitude de collaborer avec la justice française et avec des services de renseignement français. Que cette habitude est ancrée même depuis plusieurs années, qu'il a contribué à déjouer des attentats, qu'il a sauvé des vies françaises et qu'il a même collaboré avec la DGSI, le service de renseignement intérieur français, en amont des Jeux Olympiques. Donc il se présente presque comme un ami des services français, mais la réalité est peut-être un peu plus complexe. Il a pu, certes, collaborer avec les services de renseignement français, mais pas forcément de manière aussi régulière qu'il le prétend. Après, Pavel Dourov, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il raconte de lui-même, et puis il y a la réalité. Il aurait prétendu aussi avoir, au moment de son arrivée au Bourget, un rendez-vous dans les heures qui suivaient avec Emmanuel Macron. Cette information a été démentie catégoriquement par l'Élysée. Donc voilà, il faut prendre avec beaucoup de pincettes aussi sa ligne de défense. Et en même temps, cet argument de se dire « je collabore avec les services de renseignement français » ne l'exonère en rien, puisqu'il aurait dû avoir la même attitude avec des services de police français quand il lui demandait de supprimer des contenus pédocriminels, par exemple. Le mercredi 28 août, Pavel Dourov est laissé libre sous contrôle judiciaire, moyennant un cautionnement de 5 millions d'euros. Christelle Brigodeau, est-ce qu'on sait ce qu'il fait aujourd'hui actuellement ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il doit pointer 2 fois par semaine au commissariat, dans le cadre de son contrôle judiciaire. Au moment où sa garde à vue a été levée, il a quitté le tribunal de Paris, toujours habillé en noir, selon son habitude et tel qu'on le connaît, avec sa casquette noire. Il s'est engouffré dans un van. À partir de là, on n'a plus de son ni d'image jusqu'au week-end du 31 août au 1er septembre, où là, un photographe de Paris Match l'a immortalisé sur les Champs-Élysées avec sa compagne, encore habillé en noir, avec une doudoune sans manches. Il a l'air, sur le cliché, plutôt de rire, et on ne dirait vraiment pas quelqu'un qui a des ennuis avec la justice. Finalement, il ressemble à 2 touristes à Paris. Merci à Christelle Brigodeau et Ronan Folgoas. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amouroux et Barbara Gouy. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. N'oubliez pas le 2e podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.